Chapitre 14. Fasse Dieu qu'ils n'y mettent plus jamais les pieds. Bien moins spectaculaire que Hittin, moins inventive aussi sur le plan militaire, Ain Jalut apparaît ailleurs moins comme l'une des batailles les plus décisives de l'histoire. Elle va en effet permettre aux musulmans non seulement d'échapper à l'anéantissement, mais aussi de reconquérir toutes les terres que les Mongols leur avaient prises. Bientôt, les descendants de Hulagu, installés en Perse, se convertiront eux-mêmes à l'islam pour mieux asseoir leur autorité. Dans l'immédiat, le sursaut mamelouk va conduire à une série de règlements de compte avec tous ceux qui ont soutenu l'envahisseur. L'alerte avait été chaude. Désormais, plus question d'accorder un sursis à l'ennemi, qu'il soit frange ou tatar. Après avoir repris Alep début octobre 1260 et repoussé sans difficulté une contre-offensive d'Oulagu, les Mamelouks envisagent d'organiser des raids punitifs contre Bohémond d'Antioche et Etum d'Arménie, principaux alliés des Mongols. Mais une lutte pour le pouvoir éclate au sein de l'armée égyptienne. Baybars voudrait s'établir à Alep en tant que gouverneur semi-indépendant. Koutouz, qui redoute les ambitions de son lieutenant, refuse. Il ne veut pas d'un pouvoir concurrent en Syrie. Pour couper court à ce conflit, le sultan rassemble son armée et reprend la route de l'Égypte. Arrivé à 3 jours de marche du Caire, il accorde à ses soldats une journée de repos, le 23 octobre, et décide de s'adonner lui-même à son sport favori, la chasse aux lièvres, en compagnie des principaux chefs de l'armée. Il prend d'ailleurs soin de se faire accompagner de Baybars, de peur que ce dernier ne profite de son absence pour fomenter une rébellion. La petite troupe s'éloigne du camp au petit jour. Au bout de 2 heures, elle s'arrête pour prendre un peu de repos. Un émir s'approche de Koutouz et lui prend la main, comme pour la baiser. Au même moment, Baybars dégaine son épée et la plante dans le dos du sultan qui s'écroule. Sans perdre un instant, les deux conjurés sautent sur leur monture et reviennent vers le camp à bride abattue. Ils se présentent devant l'émir Aktaï, un vieil officier unanimement respecté dans l'armée, et lui annoncent « Nous avons tué Koutouz ». Aktaï, qui n'en paraît pas autrement ému, demande « Lequel d'entre vous l'a tué de sa propre main ?» Baybars n'hésite pas « C'est moi ». Le vieux mamelouk s'approche de lui, l'invite à s'installer dans la tente du sultan et se courbe devant lui pour lui rendre hommage. Bientôt, toute l'armée acclame le nouveau sultan. Cette ingratitude envers le vainqueur d'Ain Jalut, moins de 2 mois après son brillant exploit, n'honore évidemment pas les Mamelouks. Il faut toutefois préciser, à la décharge des officiers esclaves, que la plupart d'entre eux considéraient Baybars depuis de longues années comme leur véritable chef. N'est-ce pas lui qui, en 1250, a osé, le premier, frapper de son arme l'Ayoubide Tourancha, exprimant ainsi la volonté des Mamelouks de s'emparer eux-mêmes du pouvoir? N'a-t-il pas joué un rôle déterminant dans la victoire contre les Mongols? Aussi bien par sa perspicacité politique, par son habileté militaire que par son extraordinaire courage physique, il s'est imposé comme le premier des siens. Né en 1223, le sultan mamelouk a commencé sa vie comme esclave en Syrie. Son premier maître, l'émir Ayoubide de Hama, l'avait vendu par superstition, car son regard l'inquiétait. Le jeune Baybars était en effet un géant très brun, à la voix enrouée, aux yeux bleus et clairs, avec, dans l'œil droit, une grande tache blanche. Le futur sultan fut acheté par un officier mamelouk qui l'incorpora dans la garde d'Ayoub, où, grâce à ses qualités personnelles et surtout à son absence totale de scrupules, il se fraya rapidement un passage jusqu'au sommet de la hiérarchie. Fin octobre 1260, Baybars entre en vainqueur au Caire, où son autorité est reconnue sans difficulté. Dans les villes syriennes, en revanche, d'autres officiers mamelouks profitent de la mort de Koutouz pour proclamer leur indépendance. Mais, par une campagne éclair, le sultan s'empare de Damas et d'Alep, réunifiant sous son autorité l'ancien domaine ayoubide. Très vite, cet officier sanguinaire et inculte se montre un grand homme d'État, artisan d'une véritable renaissance du monde arabe. Sous son règne, l'Égypte et dans une moindre mesure la Syrie vont redevenir des centres de rayonnement culturel et artistique. Baybars, qui va consacrer sa vie à détruire toute forteresse franque capable de lui tenir tête, s'affirme par ailleurs un grand bâtisseur, embellissant le Caire, construisant sur tout son domaine des ponts et des routes. Il va aussi rétablir un service postal, par pigeon ou par coursier, encore plus efficace que ceux de Noureddin ou de Saladin. Son gouvernement sera sévère, parfois brutal, mais éclairé et nullement arbitraire. À l'égard des franges, il adopte dès son accession au pouvoir une attitude ferme qui vise à réduire leur influence. Mais il fait la différence entre ceux d'Acre qu'il veut simplement affaiblir et ceux d'Antioche, coupables d'avoir fait cause commune avec les envahisseurs mongols.
Dès la fin de 1261, il envisage d'organiser une expédition punitive contre les terres du prince Bohémond et du roi arménien Étoum, mais il se heurte aux Tatars. Si Houlagou n'est plus en mesure d'envahir la Syrie, il dispose encore, en Perse, de forces suffisantes pour empêcher le châtiment de ses alliés. Sagement, Baïbars décide d'attendre une meilleure occasion. Elle se présente en 1265, à la mort de Houlagou. Alors, Baïbars profite des divisions qui se manifestent chez les Mongols pour envahir d'abord la Galilée et réduire plusieurs places fortes, avec la complicité d'une partie de la population chrétienne locale. Puis il se dirige brusquement vers le nord, pénètre sur le territoire de Étoum, détruit une à une toutes les villes, et notamment sa capitale, Sis, dont il tue une grande partie de la population et ramène plus de 40 000 captifs. Le royaume arménien ne s'en relèvera jamais. Au printemps de 1268, Baïbars repart en campagne. Il commence par attaquer les environs d'Acre, s'empare du château de Beaufort, puis, entraînant son armée vers le nord, se présente le 1er mai sous les murs de Tripoli. Il y trouve le maître de la cité, qui n'est autre que Bohémond, également prince d'Antioche. Ce dernier, qui n'ignore rien du ressentiment du sultan à son égard, se prépare à un long siège. Mais Baïbars a d'autres projets. Quelques jours plus tard, il reprend son chemin vers le nord pour arriver devant Antioche le 14 mai. La plus grande des cités franques, qui avait tenu tête pendant 170 ans à tous les souverains musulmans, ne résistera pas plus de 4 jours. Dès le 18 mai au soir, une brèche est ouverte dans la muraille, non loin de la citadelle. Les troupes de Baïbars se répandent dans les rues. Cette conquête ne ressemble guère à celle de Saladin. La population en est entièrement massacrée ou réduite en esclavage. La ville elle-même est totalement ravagée. De la prestigieuse métropole, il ne restera qu'une bourgade désolée, parsemée de ruines, que le temps ensevelira sous la verdure. Le sarcasme ne s'arrête pas là. Quand nous t'avons quitté à Tripoli, nous nous sommes dirigés tout de suite vers Antioche, où nous sommes arrivés au premier jour du mois vénéré du Ramadan. À l'heure même de notre arrivée, tes troupes sont sorties pour nous offrir le combat, mais elles furent vaincues, car si elles se prêtaient appui mutuellement, l'appui de Dieu leur manquait. Que n'as-tu vu tes chevaliers à terre sous les pieds des chevaux, tes palais soumis au pillage, tes dames que l'on vendait dans les quartiers de la ville et que l'on achetait pour 1 dinar seulement, prix d'ailleurs de ton propre argent. Après une longue description, où aucun détail n'est épargné au destinataire du message, le sultan conclut, arrivant au fait. Cette lettre te réjouira en t'annonçant que Dieu t'a fait la grâce de te garder sain et sauf et de prolonger ta vie, puisque tu ne te trouvais pas à Antioche. Car si tu y avais été, tu serais maintenant mort, blessé ou prisonnier. Mais peut-être Dieu le t'a-t-il épargné que pour que tu te soumettes et fasses acte d'obéissance. En homme raisonnable et surtout impuissant, Bohémond répond en proposant une trêve. Baïbars l'accepte. Il sait que le comte, terrorisé, ne représente plus aucun danger, pas plus que Étoum, dont le royaume a pratiquement été rayé de la carte. Quant aux Franges de Palestine, ils ne sont eux aussi que trop contents d'obtenir un répit. Le sultan leur envoie à Acre son chroniqueur Ibn Abdelzaher pour sceller l'accord. Leur roi cherchait à tergiverser pour obtenir les meilleures conditions, mais je me montrais inflexible, conformément aux directives du sultan. Irrité, le roi des Franges demanda à l'interprète « Dis-lui de regarder derrière lui ». Je me retournai et vis toute l'armée des Franges en formation de combat. L'interprète ajouta « Le roi te dit de ne pas oublier l'existence de cette multitude de soldats ». Comme je ne répondais pas, le roi insista auprès de l'interprète. Je demandai alors « Puis-je avoir l'assurance de conserver la vie sauve si je dis ce que je pense ?»« Oui. » « Eh bien, dites au roi qu'il y a moins de soldats dans son armée que de captifs francs dans les prisons du Caire. » Le roi faillit s'étrangler. Puis il mit fin à l'entretien, mais il nous reçut peu de temps après pour conclure la trêve. De fait, les chevaliers francs n'inquiéteront plus Baïbars. L'inévitable réaction à la prise d'Antioche, lui il le sait, ne viendra pas d'eux, mais de leurs maîtres, les rois d'Occident. L'an 1268 n'est pas achevé que des rumeurs persistantes annoncent le retour prochain en Orient du roi de France à la tête d'une puissante armée. Le sultan interroge fréquemment marchands ou voyageurs. Durant l'été 1270, un message parvient au Caire annonçant que Louis a débarqué avec 6000 hommes sur la plage de Carthage près de Tunis. Sans hésiter, Baïbars rassemble les principaux émirs mamelouks pour leur annoncer son intention de partir, à la tête d'une puissante armée, vers la lointaine province d'Afrique pour aider les musulmans à repousser cette nouvelle invasion franque.
Mais, quelques semaines plus tard, voici qu'un nouveau message parvient au sultan, signé d'Al-Mustansir, émir de Tunis, annonçant que le roi de France a été retrouvé mort dans son camp et que son armée est repartie, non sans avoir été en grande partie décimée par la guerre ou la maladie. Ce danger écarté, il est temps pour Baïbars de lancer une nouvelle offensive contre les Franges d'Orient. En mars 1271, il s'empare du redoutable Hosn el-Akrad, le Krak des chevaliers, que Saladin lui-même n'avait jamais pu réduire. Dans les années qui suivent, les Franges, et surtout les Mongols, dirigés par Abaga, fils et successeur de Hulago, organiseront plusieurs incursions en Syrie, mais ils seront invariablement repoussés. Et lorsque Baïbars meurt empoisonné, en juillet 1277, les possessions franques en Orient ne représentent plus qu'un chapelet de cités côtières entourées de toutes parts par l'empire mamelouk. Leur puissant réseau de forteresses a été totalement démantelé. Le sursis dont ils ont joui du temps des Ayyoubides est bel et bien terminé. Leur expulsion est désormais inéluctable. Pourtant, rien ne presse. La trêve concédée par Baïbars est reconduite en 1283 par Oalaoun, le nouveau sultan mamelouk. À l'égard des Franges, celui-ci ne fait preuve d'aucune hostilité. Il se dit prêt qu'à garantir leur présence et leur sécurité en Orient, à la condition qu'ils renoncent, lors de chaque invasion, à jouer les auxiliaires des ennemis de l'islam. Le texte du traité qu'il propose au royaume d'Acre constitue de la part de cet administrateur habile et éclairé une tentative unique de régularisation de la situation des Franges. Si un roi franc partait d'Occident pour venir s'attaquer aux terres de sultan ou de son fils le régent, le royaume et les grands maîtres d'Acre seraient tenus d'informer le sultan de sa venue 2 mois avant son arrivée. S'il débarquait en Orient après que ces 2 mois s'étaient écoulés, le régent du royaume et les grands maîtres d'Acre seraient déchargés de toute responsabilité en cette affaire. Si un ennemi venait de chez les Mongols ou d'ailleurs, celle des 2 parties qui en aurait connaissance en premier devrait en avertir l'autre. Si un tel ennemi, à Dieu ne plaise, marchait contre la Syrie et que les troupes du sultan se retiraient devant lui, les dirigeants d'Acre auraient le droit d'entrer en pourparlers avec cet ennemi dans le but de sauver leur sujet et leur territoire. Signée en mai 1283 pour 10 ans, 10 mois, 10 jours et 10 heures, la trêve couvre tous les pays francs du littoral, c'est-à-dire la ville d'Acre avec ses vergers, ses terrains, ses moulins, ses vignes et les 73 villages qui en dépendent, la ville de Haïfa, ses vignes, ses vergers et les 7 villages qui s'y rattachent. Pour ce qui est de Saïda, le château et la ville, les vignes et la banlieue sont aux Franges, ainsi que les 15 villages qui s'y rattachent avec la plaine environnante, ses rivières, ses ruisseaux, ses sources, ses vergers, ses moulins, ses canaux et ses digues qui servent depuis longtemps à l'irrigation de ces terres. Si l'énumération est longue et minutieuse, c'est pour éviter tout litige. L'ensemble du territoire franc apparaît toutefois dérisoire, une bande côtière étroite et effilée qui ne ressemble en rien à l'ancienne et redoutable puissance régionale constituée autrefois par les Franges. Il est vrai que les lieux mentionnés ne représentent pas l'ensemble des possessions frangues. Tyr, qui s'est détaché du royaume d'Acre, conclut un accord séparé avec Walaoun. Plus loin au nord, des villes comme Tripoli ou Latakié sont exclues de la trêve. C'est aussi le cas de la forteresse de Markab, tenue par l'ordre des Hospitaliers, Al-Hospitar. Ces moines chevaliers ont pris fait et cause pour les Mongols, allant même jusqu'à combattre à leur côté lors d'une nouvelle tentative d'invasion en 1281. Aussi, Walaoun est-il décidé à le leur faire payer. Au printemps 1285, nous dit Ibn Abdel-Zahar, le sultan prépara à Damas des machines de siège. Il fit venir d'Égypte de grandes quantités de flèches et d'armes de toutes sortes qu'il distribua aux émirs. Il fit préparer aussi des engins de fer et des tubes lance-flammes comme il n'en existe nulle part ailleurs que dans les makhazènes, magasins, et Dar al-Sinaa, l'arsenal du sultan. On enrôla également des experts artificiers et on entoura Markab d'une ceinture de catapultes dont 3 de type franc et 4 de type diable. Le 25 mai, les ailes de la forteresse sont si profondément minées que les défenseurs capitulent. Walaoun les autorise à partir sains et saufs vers Tripoli en emportant leurs effets personnels. Une fois de plus, les alliés des Mongols auront été châtiés sans que ces derniers aient pu intervenir. Aurait-il voulu réagir que les 5 semaines qu'a duré le siège auraient été insuffisantes pour organiser une expédition à partir de la Perse ? Pourtant, en cette année 1285, les Tatars sont plus déterminés que jamais à reprendre leur offensive contre les musulmans.
Leur nouveau chef, l'Ilkhan Arghun, petit-fils de Hulagu, a repris à son compte le rêve le plus cher de ses prédécesseurs, réaliser une alliance avec les Occidentaux pour prendre le sultanat mamelouk en tenaille. Des contacts très réguliers sont alors établis entre Tabridj et Rome pour organiser une expédition commune ou tout au moins concertée. En 1289, Oalaoun pressent un danger imminent, mais ses agents ne parviennent pas à lui fournir des informations précises. Il ignore, en particulier, qu'un plan de campagne minutieux, élaboré par Arghun, vient d'être proposé par écrit au pape et aux principaux rois d'Occident. L'une de ces lettres, adressée au souverain français Philippe IV le Bel, a été conservée. Le chef mongol y propose de commencer l'invasion de la Syrie dans la première semaine de janvier 1291. Il prévoit que Damas tombera à la mi-février et que Jérusalem sera prise peu après. Sans vraiment deviner ce qui se trame, Oalaoun est de plus en plus inquiet. Il craint que les envahisseurs de l'Est ou de l'Ouest ne puissent trouver dans les villes franques de Syrie une tête de pont qui facilite leur pénétration. Mais bien qu'il soit désormais convaincu que la présence des Franges constitue une menace permanente pour la sécurité du monde musulman, il se refuse à confondre les gens de Acre et ceux de la moitié nord de la Syrie, qui se sont montrés ouvertement favorables à l'envahisseur mongol. De toute manière, en homme d'honneur, le sultan ne peut s'attaquer à Acre, protégé par le traité de paix pour 5 ans encore. Aussi décide-t-il de s'en prendre à Tripoli. C'est sous les murs de la cité, conquise 180 années plus tôt par le fils de Saint-Gilles, que sa puissante armée se rassemble en mars 1289. Parmi les dizaines de milliers de combattants de l'armée musulmane se trouve Aboulfida, un jeune émir de 16 ans. Issu de la dynastie ayoubide, mais devenu vassal des Mamelouks, il régnera quelques années plus tard sur la petite cité de Hama, où il consacrera l'essentiel de son temps à lire et à écrire. L'œuvre de cet historien, qui est aussi géographe et poète, est surtout intéressante pour le récit qu'elle nous donne des dernières années de la présence franque en Orient. Car Aboulfida est présent, l'œil attentif et l'épée à la main, sur tous les champs de bataille. La ville de Tripoli, observe-t-il, est entourée par la mer et l'on ne peut l'attaquer par terre que du côté est, par un étroit passage. Après avoir mis le siège, le sultan dressa face à elle un grand nombre de catapultes de toutes dimensions et lui imposa un blocus rigoureux. Après plus d'un mois de combat, la ville tombe le 27 avril aux mains de Olaoun. Les troupes musulmanes y pénétrèrent de force, ajoute Aboulfida, qui ne cherche nullement à masquer la vérité. La population reflua vers le port. Là, quelques-uns s'échappèrent sur des navires, mais la majorité des hommes furent massacrés, les femmes et les enfants capturés, et les musulmans amassèrent un immense butin. Quand les envahisseurs ont fini de tuer et de saccager, la ville, sur ordre du sultan, est démolie et rasée seule. À peu de distance de Tripoli, il y avait en pleine mer un petit îlot avec une église. Quand la cité fut prise, beaucoup de Franges s'y réfugièrent avec leurs familles. Mais les troupes musulmanes se jetèrent à la mer, traversèrent à la nage jusqu'à cet îlot, massacrèrent tous les hommes qui s'y étaient réfugiés et emportèrent les femmes et les enfants avec le butin. Après le carnage, je passai moi-même jusqu'à l'îlot avec une barque, mais je ne pus pas y rester tant la puanteur des cadavres y était forte. Le jeune Ayoubide, imbu de la grandeur et de la magnanimité de ses ancêtres, ne peut s'empêcher de se scandaliser de ces massacres inutiles. Mais il le sait, les temps ont changé. Curieusement, l'expulsion des Franges se passe dans une atmosphère qui rappelle celle qui avait caractérisé leur arrivée, près de 2 siècles plus tôt. Les massacres d'Antioche de 1268 semblent reproduire ceux de 1098, et l'acharnement sur Tripoli sera présenté par les historiens arabes, des siècles à venir, comme une riposte tardive à la destruction en 1111 de la cité des Banu Ammar. Pourtant, c'est lors de la bataille d'Acre, la dernière grande bataille des guerres franques, que la revanche va devenir réellement le thème majeur de la propagande mamelouk. Au lendemain de sa victoire, Kalaoun est harcelé par ses officiers. Il est désormais clair, affirme-t-il, qu'aucune cité franque ne peut tenir tête à l'armée mamelouk, qu'il faut attaquer sur le champ, sans attendre que l'Occident, alarmé par la chute de Tripoli, organise une nouvelle expédition en Syrie. Ne faudrait-il pas en finir une fois pour toutes avec ce qui reste du royaume franc ? Mais Kalaoun refuse. Il a signé une trêve et jamais il ne trahira son serment. Ne pourrait-il pas alors, insiste son entourage, demander au docteur de la loi de proclamer la nullité du traité avec Acre, procédé si souvent utilisé par les Franges dans le passé ? Le sultan y répugne. Il rappelle à ses émirs qu'il a juré, dans le cadre de l'accord signé en 1283, de ne pas avoir recours à des consultations juridiques pour rompre la trêve.
Non, confirme Calaoun, il s'emparera de tous les territoires francs que le traité ne protège pas, mais rien de plus. Et il dépêche une ambassade à Acre pour réaffirmer au dernier des rois francs, Henri, souverain de Chypre et de Jérusalem, qu'il respectera ses engagements. Mieux, il décide de renouveler cette fameuse trêve pour 10 nouvelles années à partir de juillet 1289 et encourage les musulmans à profiter d'Acre pour leurs échanges commerciaux avec l'Occident. Dans les mois qui suivent, le port palestinien connaît de fait une intense activité. Par centaines, des marchands damascains viennent s'installer dans les nombreuses auberges proches des souks, effectuant de fructueuses transactions avec les commerçants vénitiens ou avec les riches templiers, devenus les principaux banquiers de la Syrie. Par ailleurs, des milliers de paysans arabes, venus notamment de Galilée, affluent vers la métropole franque pour y écouler leurs récoltes. Cette prospérité profite à tous les États de la région, et en particulier aux Mamelouks. Depuis de nombreuses années, les courants d'échange avec l'Est étant été perturbés par la présence mongole, le manque de gagné ne peut être compensé que par un développement du commerce méditerranéen. Pour les plus réalistes des dirigeants francs, le nouveau rôle dévolu à leur capitale, celui d'un grand comptoir effectuant la liaison entre deux mondes, représente une chance inespérée de survie dans une région où ils n'ont plus aucune chance de jouer un rôle hégémonique. Toutefois, ce n'est pas l'opinion de tous. Certains espèrent encore susciter en Occident une mobilisation religieuse suffisante pour organiser de nouvelles expéditions militaires contre les musulmans. Au lendemain de la chute de Tripoli, le roi Henrique a dépêché des messagers à Rome pour demander des renforts, tant et si bien qu'au milieu de l'été de 1290, une imposante flotte arrive au port d'Acre, déversant des milliers de combattants francs fanatisés sur la cité. Les habitants observent avec méfiance ces Occidentaux titubants d'ivresse qui ont des allures de pillards et n'obéissent à aucun chef. À peine quelques heures et les incidents commencent. Des marchands damascains sont assaillis dans la rue, dévalisés et laissés pour morts. Les autorités parviennent tant bien que mal à rétablir l'ordre, mais vers la fin août, la situation se détériore. À la suite d'un banquet copieusement arrosé, les nouveaux venus se répandent dans les rues. Toute personne portant la barbe est traquée, puis égorgée sans pitié. De nombreux Arabes, paisibles marchands ou paysans, aussi bien chrétiens que musulmans, périssent ainsi. Les autres s'enfuient pour aller raconter ce qui vient de se produire. Calaoun est fou de rage. Est-ce pour en arriver là qu'il a renouvelé la trêve avec les franges ? Ses émirs le poussent à agir sur le champ. Mais en homme d'État responsable, il ne veut pas se laisser dominer par la colère. Il envoie à Acre une ambassade pour demander des explications et exiger, surtout, que les assassins lui soient remis pour être châtiés. Les franges sont partagées. Une minorité recommande d'accepter les conditions du sultan pour éviter une nouvelle guerre. Les autres refusent, allant jusqu'à répondre aux émissaires de Calaoun que les marchands musulmans sont eux-mêmes responsables de la tuerie, l'un d'eux ayant cherché à séduire une femme franque. Alors Calaoun n'hésite plus. Il rassemble ses émirs et leur annonce sa décision de mettre fin, une fois pour toutes, à une occupation franque qui a trop duré. Immédiatement, les préparatifs commencent. Les vassaux sont convoqués aux 4 coins du sultanat pour prendre part à cette ultime bataille de la guerre sainte. Avant que l'armée ne quitte le Caire, Calaoun jure sur le Coran de ne plus lâcher son arme avant que le dernier franc ne soit expulsé. Le serment est d'autant plus impressionnant que le sultan est alors un vieillard affaibli. Bien qu'on ne connaisse pas son âge avec précision, il semble qu'il ait alors largement dépassé sa 70e année. Le 4 novembre 1290, l'impressionnante armée mamelouk s'ébranle. Le lendemain même, le sultan tombe malade. Il appelle ses émirs à son chevet, leur fait jurer obéissance à son fils Khalil et demande à celui-ci de s'engager, comme lui, à mener à son terme la campagne contre les franges. Calaoun meurt moins d'une semaine plus tard, vénéré par ses sujets, comme un grand souverain. La disparition du sultan ne retardera que de quelques mois l'ultime offensive contre les Frangs. Dès mars 1291, Khalil reprend, à la tête de son armée, la route de la Palestine. De nombreux contingents syriens le rejoignent début mai dans la plaine qui entoure Acre. Aboul Fida, alors âgé de 18 ans, participe à la bataille avec son père. Il est même investi d'une responsabilité puisqu'il a la charge d'une redoutable catapulte surnommée la Victorieuse, qu'il a fallu transporter en pièces détachées de Hosn el-Akrad jusqu'au voisinage de la cité franque. Les chariots étaient si lourds que le déplacement nous prit plus d'1 mois, alors qu'en temps normal, 8 jours auraient suffi. À l'arrivée, les bœufs qui tiraient les chariots étaient presque tous morts d'épuisement et de froid. Le combat s'engagea tout de suite, poursuit notre chroniqueur.
Nous, gens de Hamma, étions postés comme d'habitude à l'extrême droite de l'armée. Nous étions en bordure de la mer, d'où nous attaquaient des embarcations franques surmontées de tourelles couvertes de bois et tapissées de peaux de buffle, d'où l'ennemi tirait sur nous avec des arcs et des arbalètes. Il nous fallait donc nous battre sur deux fronts, contre les gens d'Acre qui étaient en face de nous, et contre leur flotte. Nous avions subi de lourdes pertes lorsqu'un vaisseau franc, transportant une catapulte, commença à lancer des quartiers de roc sur nos tentes. Mais une nuit, des vents violents se levèrent. Le vaisseau se mit à tanguer sur les flots, secoué par les vagues, si bien que la catapulte se brisa en morceaux. Une autre nuit, un groupe de franges fit une sortie inattendue et avança jusqu'à notre camp. Mais dans l'obscurité, certains d'entre eux trébuchèrent sur les cordes qui retiennent les tentes, un chevalier tombera même dans la fosse des latrines et fut tué. Nos troupes se reprirent, attaquèrent les franges de toutes parts, les obligeant à se retirer vers la ville, après avoir laissé plusieurs morts sur le terrain. Le lendemain matin, mon cousin Al-Muzaffar, seigneur de Hamma, fit attacher les têtes des franges tuées au cou des chevaux que nous avions capturés et les présenta au sultan. C'est le vendredi 17 juin 1291 que, disposant d'une supériorité militaire écrasante, l'armée musulmane pénètre enfin de force dans la cité assiégée. Le roi Henri et la plupart des notables s'embarquent à la hâte pour se réfugier à Chypre. Les autres French sont tous capturés et tués. La ville est entièrement rasée. La ville d'Acre avait été reconquise, précise Aboulfida, à midi, le 17e jour du second mois de Jumada de l'année 690. Or, c'est très exactement le même jour, à la même heure, en l'an 587, que les French avaient pris Acre, à Salah-ed-Din, capturant puis massacrant tous les musulmans qui s'y trouvaient. N'y a-t-il pas là une curieuse coïncidence ? Selon le calendrier chrétien, cette coïncidence n'est pas moins étonnante, puisque la victoire des French à Acre avait eu lieu en 1191, 100 ans, presque jour pour jour avant leur défaite finale. Après la conquête d'Acre, poursuit Aboulfida, Dieu jeta l'épouvante dans le cœur des French qui restaient encore sur le littoral syrien. Ils évacuèrent donc précipitamment Saïda, Beyrouth, Tyr et toutes les autres villes. Le sultan eut ainsi l'heureux destin, qui n'avait été celui d'aucun autre, de conquérir sans difficulté toutes ces places qu'il fit aussitôt démanteler. De fait, dans la foulée de son triomphe, Khalil décide de détruire le long de la côte toute forteresse qui pourrait un jour servir aux French s'ils cherchaient encore à revenir en Orient. Par ces conquêtes, conclut Aboulfida, toutes les terres du littoral revinrent intégralement aux musulmans, résultat inespéré. Ainsi les French, qui avaient été autrefois sur le point de conquérir Damas, Égypte et bien d'autres contrées, furent-ils expulsés de toute la Syrie et des zones côtières, face due qu'ils n'y mettent plus jamais les pieds. Épilogue. En apparence, le monde arabe venait de remporter une victoire éclatante. Si l'Occident cherchait par ses invasions successives à contenir la poussée de l'islam, le résultat fut exactement inverse. Non seulement les États francs d'Orient se retrouvaient déracinés après 2 siècles de colonisation, mais les musulmans s'étaient si bien repris qu'ils allaient repartir, sous le drapeau des Turcs ottomans, à la conquête de l'Europe même. En 1453, Constantinople tombait entre leurs mains. En 1529, leurs cavaliers campaient sous les murs de Vienne. Ce n'est, disions-nous, que l'apparence, car avec le recul historique, une constatation s'impose. À l'époque des croisades, le monde arabe, de l'Espagne à l'Irak, est encore intellectuellement et matériellement le dépositaire de la civilisation la plus avancée de la planète. Après, le centre du monde se déplace résolument vers l'ouest. Y a-t-il la relation de cause à effet ? Peut-on aller jusqu'à affirmer que les croisades ont donné le signal de l'essor de l'Europe occidentale, qui allait progressivement dominer le monde et sonner le glas de la civilisation arabe ? Sans être faux, un tel jugement doit être nuancé. Les Arabes souffraient dès avant les croisades de certaines infirmités que la présence franque a mises en lumière et peut-être aggravées, mais qu'elle n'a pas créées de toutes pièces. Le peuple du prophète avait perdu, dès le IXe siècle, le contrôle de sa destinée. Ses dirigeants étaient pratiquement tous des étrangers. De cette multitude de personnages que nous avons vus défiler au cours de 2 siècles d'occupation franque, lesquels étaient arabes ? Les chroniqueurs, les cadis, quelques roitelets locaux, Ibn Amar, Ibn Moukid et les impuissants califes,
Mais les détenteurs réels du pouvoir, et même les principaux héros de la lutte contre les franges, Dinki, Noureddin, Kutuz, Baybars, Kalaoun, étaient turcs. Al-Afdal, lui, était arménien. Shirkuh, Saladin, Al-Adal, Al-Kamel étaient kurdes. Bien entendu, la plupart de ces hommes d'État étaient arabisés, culturellement et affectivement. Mais n'oublions pas que nous avons vu en 1134 le sultan Massoud discuter avec le calife Al-Mustarchid par l'intermédiaire d'un interprète, parce que le Seldokide, 80 ans après la prise de Bagdad par son clan, ne parlait toujours pas un mot d'arabe. Plus grave encore, un nombre considérable de guerriers des steppes, sans aucun lien avec les civilisations arabes ou méditerranéennes, venaient régulièrement s'intégrer à la caste militaire dirigeante. Dominés, opprimés, bafoués, étrangers sur leur propre terre, les Arabes ne pouvaient poursuivre leur épanouissement culturel amorcé au 7e siècle. Au moment de l'arrivée des Franges, ils piétinaient déjà, se contentant de vivre sur les acquis du passé. Et s'ils étaient encore nettement en avant sur ces nouveaux envahisseurs dans la plupart des domaines, leur déclin était amorcé. Seconde infirmité des Arabes, qui n'est pas sans lien avec la première, c'est leur incapacité à bâtir des institutions stables. Les Franges, dès leur arrivée en Orient, ont réussi à créer de véritables États. À Jérusalem, la succession se passait généralement sans heurts. Un conseil du royaume exerçait un contrôle effectif sur la politique du monarque et le clergé avait un rôle reconnu dans le jeu du pouvoir. Dans les États musulmans, rien de tel. Toute monarchie était menacée à la mort du monarque, toute transmission du pouvoir provoquait une guerre civile. Faut-il rejeter l'entière responsabilité de ce phénomène sur les invasions successives qui remettaient constamment en cause l'existence même des États? Faut-il incriminer les origines nomades des peuples qui ont dominé cette région, qu'il s'agisse des Arabes eux-mêmes, des Turcs ou des Mongols? On ne peut dans le cadre de cet épilogue trancher une telle question. Contentons-nous de préciser qu'elle se pose toujours, dans des termes à peine différents, dans le monde arabe de la fin du XXe siècle. L'absence d'institutions stables et reconnues ne pouvait être sans conséquence pour les libertés. Chez les Occidentaux, le pouvoir des monarques est régi, à l'époque des croisades, par des principes qu'il est difficile de transgresser. Oussama a remarqué lors d'une visite au royaume de Jérusalem que lorsque les chevaliers rendent une sentence, celle-ci ne peut être modifiée ni cassée par le roi. Encore plus significatif est ce témoignage d'Ibn Joubaïr au dernier jour de son voyage en Orient. En quittant Tibnin, près de Tyr, nous avons traversé une suite ininterrompue de fermes et de villages, aux terres efficacement exploitées. Leurs habitants sont tous musulmans, mais ils vivent dans le bien-être avec les franges, que Dieu nous préserve contre les tentations. Leurs habitations leur appartiennent et tous leurs biens leur sont laissés. Toutes les régions contrôlées par les franges en Syrie sont soumises à ce même régime. Les domaines fonciers, villages et fermes sont restés aux mains des musulmans. Or, le doute pénètre dans le cœur d'un grand nombre de ces hommes quand ils comparent leur sort à celui de leurs frères qui vivent en territoire musulman. Ces derniers souffrent en effet de l'injustice de leur camp religionnaire alors que les franges agissent avec équité. Ibn Joubaïr a raison de s'inquiéter, car il vient de découvrir, sur les routes de l'actuel Liban Sud, une réalité lourde de conséquences. Même si la conception de la justice chez les franges présente certains aspects qu'on pourrait qualifier de barbares, ainsi qu'Oussama l'a souligné, leur société a l'avantage d'être distributrice de droits. La notion de citoyen n'existe certes pas encore, mais les féodaux, les chevaliers, le clergé, l'université, les bourgeois et même les paysans infidèles ont tous des droits bien établis. Dans l'Orient arabe, la procédure des tribunaux est plus rationnelle. Néanmoins, il n'y a aucune limite au pouvoir arbitraire du prince. Le développement des cités marchandes, comme l'évolution des idées, ne pouvait qu'en être retardé. La réaction d'Ibn Joubaïr mérite même un examen plus attentif. S'il a l'honnêteté de reconnaître des qualités à l'ennemi maudit, il se confond ensuite en imprécations, estimant que l'équité des franges et leur bonne administration constituent un danger mortel pour les musulmans. Ceux-ci ne risquent-ils pas en effet de tourner le dos à leurs conreligionnaires et à leur religion s'ils trouvaient le bien-être dans la société franque? Pour compréhensible qu'elle soit, l'attitude du voyageur n'en est pas moins symptomatique d'un mal dont souffrent ses congénères.
Tout au long des croisades, les Arabes ont refusé de s'ouvrir aux idées venues d'Occident. Et c'est là probablement l'effet le plus désastreux des agressions dont ils ont été les victimes. Pour l'envahisseur, apprendre la langue du peuple conquis est une habileté. Pour ce dernier, apprendre la langue du conquérant est une compromission, voire une trahison. De fait, les franges ont été nombreux à apprendre l'arabe, alors que les habitants du pays, à l'exception de quelques chrétiens, sont demeurés imperméables aux langues des Occidentaux. On pourrait multiplier les exemples, car dans tous les domaines, les franges se sont mis à l'école arabe, aussi bien en Syrie qu'en Espagne ou en Sicile. Et ce qu'ils y ont appris était indispensable à leur expansion ultérieure. L'héritage de la civilisation grecque n'aura été transmis à l'Europe occidentale que par l'intermédiaire des Arabes, traducteurs et continuateurs. En médecine, en astronomie, en chimie, en géographie, en mathématiques, en architecture, les franges ont tiré leur connaissance des livres arabes qu'ils ont assimilés, imités, puis dépassés. Que de mots en portent encore le témoignage. Zénith, nadir, azimut, algèbre, algorithme ou plus simplement chiffres. S'agissant de l'industrie, les Européens ont repris, avant de les améliorer, les procédés utilisés par les Arabes pour la fabrication du papier, le travail du cuir, le textile, la distillation de l'alcool et du sucre, encore de mots empruntés à l'arabe. On ne peut non plus oublier à quel point l'agriculture européenne s'est elle aussi enrichie au contact de l'Orient. Abricots, aubergines, échalotes, oranges, pastèques. La liste des mots arabes est interminable. Alors que pour l'Europe occidentale, l'époque des croisades était l'amorce d'une véritable révolution à la fois économique et culturelle, en Orient, ces guerres saintes allaient déboucher sur de longs siècles de décadence et d'obscurantisme. Assali de toutes parts, le monde musulman se recroqueville sur lui-même. Il est devenu frileux, défensif, intolérant, stérile. Autant d'attitudes qui s'aggravent à mesure que se poursuit l'évolution planétaire, par rapport à laquelle il se sent marginalisé. Le progrès, c'est désormais l'autre. Le modernisme, c'est l'autre. Fallait-il affirmer son identité culturelle et religieuse en rejetant ce modernisme que symbolisait l'Occident ? Fallait-il au contraire s'engager résolument sur la voie de la modernisation en prenant le risque de perdre son identité ? Ni l'Iran, ni la Turquie, ni le monde arabe n'ont réussi à résoudre ce dilemme. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, on continue d'assister à une alternance souvent brutale entre des phases d'occidentalisation forcée et des phases d'intégrisme outrancier fortement xénophobes. À la fois fasciné et effrayé par ces franges, qu'il a connus barbares, qu'il a vaincus, mais qui depuis ont réussi à dominer la terre, le monde arabe ne peut se résoudre à considérer les croisades comme un simple épisode d'un passé révolu. On est souvent surpris de découvrir à quel point l'attitude des Arabes et des musulmans en général à l'égard de l'Occident reste influencée, aujourd'hui encore, par des événements qui sont censés avoir trouvé leur terme il y a 7 siècles. Or, à la veille du 3e millénaire, les responsables politiques et religieux du monde arabe se réfèrent constamment à Saladin, à la chute de Jérusalem et à sa reprise. Israël est assimilé, dans l'acception populaire comme dans certains discours officiels, à un nouvel État croisé. Des 3 divisions de l'armée de libération palestinienne, l'une porte encore le nom de Hittin et une autre celui de Ain Jalut. Le président Nasser, du temps de sa gloire, était régulièrement comparé à Saladin, qui comme lui avait réuni la Syrie et l'Égypte et même le Yémen. Quant à l'expédition de Suez de 1956, elle fut perçue, à l'égal de celle de 1191, comme une croisade menée par les Français et les Anglais. Il est vrai que les similitudes sont troublantes. Comment ne pas penser au président Sadat en écoutant Sibt ibn al-Jawzi dénoncer devant le peuple de Damas la trahison du maître du Caire, Al-Kamel, qui a osé reconnaître la souveraineté de l'ennemi sur la ville sainte. Comment distinguer le passé du présent quand il s'agit de la lutte entre Damas et Jérusalem pour le contrôle du Golan ou de la Béka ? Comment ne pas demeurer songeur en lisant les réflexions d'Oussama sur la supériorité militaire des envahisseurs ? Dans un monde musulman perpétuellement agressé, on ne peut empêcher l'émergence d'un sentiment de persécution qui prend chez certains fanatiques la forme d'une dangereuse obsession. N'a-t-on pas vu, le 13 mai 1981, le Turc Mehmet Ali Ashga tirer sur le pape après avoir expliqué dans une lettre « J'ai décidé de tuer Jean-Paul II, commandant suprême des croisés ».
Au-delà de cet acte individuel, il est clair que l'Orient arabe voit toujours dans l'Occident un ennemi naturel. Contre lui, tout acte hostile, qu'il soit politique, militaire ou pétrolier, n'est que revanche légitime. Et l'on ne peut douter que la cassure entre ces deux mondes date des croisades, ressentie par les Arabes, aujourd'hui encore, comme un viol.